Il est 10 h du matin et les allées du parc Astérix sont encore désertes. Mais pas pour longtemps. Car derrière les grilles du village gaulois, plusieurs centaines de visiteurs font déjà la queue. Nous sommes samedi, c'est un jour de forte affluence. Les clients se bousculent au portillon et pourtant, l'entrée n'est pas donnée. 46 € la place adulte et 37 € la place enfant. Donc là on a 6, on a payé 212 € pour nous 6. Ça représente quoi pour vous en termes de budget? Un gros budget. Je trouve que c'est quand même un peu cher. C'est un peu cher, mais quand on rentre à l'intérieur, qu'on voit toutes les attractions qu'il y a, ça se comprend aussi. Car voilà la promesse du parc qui attire autant de monde. Une fois payée l'entrée, une journée complète de distraction dans un univers dépaysant avec accès à toutes les attractions. Cela fait près de 25 ans qu'Astérix a ouvert ses portes et il est devenu le premier parc made in France. Mais aujourd'hui, la concurrence est de plus en plus rude. Dès son ouverture en 1989, le parc connaît un succès foudroyant. Tout simplement parce que ce genre de centre d'attraction est alors tout nouveau et il fallait y penser. Bâtir à 60 km de Paris un village gaulois, mais pas n'importe lequel. Celui d'Astérix et d'Obélix, une des bandes dessinées les plus populaires de l'Hexagone. Des sangliers aux huttes, en passant par les personnages, tout un imaginaire qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Et dans ce décor de rêve, voilà la nouveauté de l'époque. Les promoteurs ont regroupé le plus grand nombre d'attractions jamais concentrées alors dans un parc français. Des montagnes russes, des manèges, des spectacles de cascades ou encore toutes sortes de toboggans. À l'époque, un investissement colossal de 120 millions d'euros, du jamais vu dans un parc de loisirs français. Mais si les premières années ont été un succès, Astérix connaît ensuite une période plus difficile, car la concurrence a débarqué. A commencer dès 1992 par le géant américain Disney, qui ouvre sur le même créneau, mais avec 10 fois plus de moyens, un parc à 80 km de là. Il attire aujourd'hui 10 fois plus de visiteurs qu'Astérix. Puis un autre Français fait de l'ombre aux Gaulois. Les grands spectacles historiques du parc du Puy du Fou en Vendée. Ils progressent 3 fois plus vite que les parcs classiques. Aujourd'hui, avec une telle concurrence, le business d'Astérix est beaucoup moins facile qu'avant. Alors comment le parc s'y prend-il pour tenter d'attirer toujours plus de clients? Pour nous, ça fait plus de 10 ans qu'on n'est pas allé au parc Astérix, qu'on est friand de nouveautés. Quelles attractions Astérix imagine-t-il pour booster son parc? Génial. Devant, c'est encore mieux. On a pris la flotte. Ça fait un petit peu peur. Et vous verrez que parfois les grands 8 ne suffisent pas à faire le buzz. Astérix doit se battre sur tous les fronts, jusqu'à envoyer une cohorte de Gaulois à l'entrée de Disneyland pour tenter de séduire les clients de son grand rival. Car derrière leurs personnages bonhommes, les parcs de loisirs se livrent une bagarre sans merci. Il est 10 h du matin et comme tous les jours lorsqu'il se rend au parc, son PDG Pascal Flich est un peu stressé. Il veut tout de suite se rendre compte du nombre de visiteurs qui sont arrivés avant même l'ouverture. Là, on arrive au parc. Petit moment de stress et d'adrénaline. C'est important, nous sommes dimanche, fin de matinée. La première tendance, c'est le coup d'œil sur les parkings. Et s'il est un peu tendu, c'est parce que son parc vient juste d'ouvrir il y a 15 jours, après la fermeture hivernale. Ce qu'il surveille en priorité, ce sont les autocars, car les groupes représentent 50% de son chiffre d'affaires. Petit coup d'œil à droite, beaucoup d'autocars, non. Parking désert, ça c'est pas très bon signe. Parce que les groupes, ils viennent beaucoup en autocar. Premier parking central, il est plein, ça c'est bon signe. Ça déborde un petit peu, encore quelqu'un qui ne veut pas payer le parking. Ça veut dire qu'on aura une clientèle d'individuels et une clientèle familiale, puisqu'ils sont venus en voiture. C'est pas mauvais du tout, ça. C'est pas mauvais, car la clientèle individuelle paye les entrées plus cher que les groupes. Pascal Flich est un spécialiste des parcs de loisirs. Il a travaillé durant 15 ans chez Disney.
Et si Astérix l'a débauché, c'est pour relancer la fréquentation d'un parc qui avait tendance à vieillir. Et vous allez voir comment il s'y prend. Il est 10 heures passées, la foule continue d'envahir le parc. Venez rendre visite à nos amis gaulois. Bienvenue en groupe. Un parc qui joue à fond l'univers de la bande dessinée de Goscinny et Uderzo, les créateurs d'Astérix. C'est la base du business. Le patron ne va pas y toucher, car cet univers plaît à toute la famille. Les maisons et les personnages ont l'air de sortir tout droit des albums. Et on retrouve en façade les mêmes jeux de mots à base de noms gaulois. En revanche, le PDG mise tout sur les attractions les plus spectaculaires, les montagnes russes, car ce sont elles qui font venir en priorité les visiteurs. Mais les clients sont avides de sensations toujours plus fortes. Alors le parc doit investir dans des parcours de plus en plus impressionnants. Il s'est offert en 1989 le Goût du Rix, une montagne russe qui culmine à 35 mètres pour jouer la carte du vertige. Puis en 1995, le Menhir Express pour dévaler des cascades façon rivières en folie. Ou encore en 1997, le Tonnerre de Zeus. Un parcours cette fois tout en bois, genre train de la mine, dont les craquements doivent faire peur aux plus blasés. Et ce matin, c'est une attraction encore plus forte, baptisée Osiris, qui fait venir les visiteurs. Elle a été installée en 2012 et l'effet nouveauté joue encore à plein. Les clients se massent en attendant son ouverture. Alors là, tu vas aller où en premier? Osiris. Osiris. Ouais, Osiris, parce qu'il y a toujours du monde, donc on va courir, ouais. C'est une attraction que j'aime bien et que j'ai pas envie de faire la queue en fait. Je trouve que c'est le meilleur par rapport à tous les autres manèges à sensation. Osiris a un tel pouvoir d'attraction que les visiteurs se lancent dans une course folle. Il faut dire que pour ce dieu égyptien, le parc a investi les plus gros moyens de son histoire. 8 millions d'euros pour cette montagne russe qui atteint les 90 km/h et 12 millions pour l'ensemble du décor égyptien et les attractions secondaires qui l'entourent. En contrepartie, Osiris doit attirer 10% de clients supplémentaires, mais à une condition. Il faut que l'attraction fasse encore plus peur que tous les autres parcours extrêmes. C'est ce que recherchent les visiteurs. La première fois, ça faisait un petit peu peur, mais sinon, la deuxième fois, je pense que ça va aller. Moi, je l'appréhende avec autant de peur. Hein. Je vais pleurer, je vais crier. Et puis, je vais peut-être m'évanouir juste sur le final pour le bouquet final, quoi. Puis, tu vas me réanimer. Voilà. 3 personnes. Des sensations qui ont été minutieusement calculées, seconde après seconde. Bon, bah, c'est parti. Des émotions qui vont être décuplées par quelques astuces. Regardez comment les visiteurs sont installés. Ils ne sont plus posés dans une nacelle, mais accrochés par le haut et les pieds dans le vide. Et ça change tout. Tout commence par une montée lente et angoissante à 40 mètres au-dessus du sol. La première chute est vertigineuse. Les passagers frôlent le sol puis connaissent leur premier looping tête en bas. À peine le temps de se remettre, deuxième looping. Suivi par un autre moment fort, c'est ce qu'on appelle la vrille inversée. Mais le clou de ce grand 8, c'est une chute de 6 mètres sous terre à 90 km/h, la visibilité masquée par un rideau de vapeur d'eau. Ce passage souterrain, c'est une des originalités voulues par Astérix. Il s'agit de faire la différence avec les montagnes russes des concurrents, en proposant des émotions toujours plus variées et intenses. Et toute la force d'attraction des parcs réside dans ces parcours à sensations fortes. Excellent. Génial. Devant, c'est encore mieux. On a pris la flotte. Ça faisait un petit peu peur. Et au bout d'un moment, je sentais plus ma tête du tout. Mais Astérix a un souci. Ce type d'attraction à sensations fortes pose un gros problème. Elles sont tellement populaires que les files d'attente s'allongent. Ce matin, plus de 300 visiteurs se pressent à l'entrée d'Osiris. Ils vont devoir s'armer de patience pour au moins 90 minutes. 90
prend 10 minutes. Oh, c'est pas grave. fera 2 heures. C'est ça pour avoir peur. 2 minutes. Ça va, 90 minutes. Ça va. Mais si les files sont trop longues, certains visiteurs risquent de ne plus revenir. Alors toute la stratégie du parc consiste à tromper leur attente. Et pour cela, ils ont eu une idée astucieuse. Faire patienter l'interminable cortège des clients sous l'attraction. Spectacle garanti. Elle flippe, nous on est excités d'y aller. Ça excite, ça donne l'envie. On a hâte d'être dedans en fait et pas d'être en dessous. Et pour la dernière demi-heure de queue, le parc fait passer ses visiteurs dans un temple tiré de l'album Astérix et Cléopâtre. Lumière tamisée, statues et sarcophages, tout le décorum a été étudié pour mettre les clients dans une ambiance fidèle à la bande dessinée, qui a pour but de les distraire dans la bonne humeur. Mais leur patience a des limites, et si le parc souhaite voir revenir ses clients, il faut que l'attraction tourne à une cadence infernale pour en faire passer un maximum. Alors Astérix a mis au point quelques astuces bien rodées. Dans la petite gare d'Osiris, on ne chôme pas. Il faut jongler entre l'arrivée des nacelles qui s'enchaînent vite et la sécurité des nouveaux passagers, en vérifiant qu'ils sont bien attachés. Et tout repose sur Belinda, une saisonnière de 23 ans. Elle pilote Osiris depuis sa mise en service en 2012. Dans sa cabine aux allures de cockpit d'avion, elle a l'œil sur tout. La tension est maximale. Pour être tout le temps concentré et faire attention autant pour la sécurité, autant pour l'accueil et que tout se passe bien sur toute la journée. Elle coordonne une petite équipe de 5 opérateurs, un qui contrôle l'entrée des nacelles et les 4 autres qui s'assurent que les passagers ont bien verrouillé leur harnais. Le train ne partira pas sans que les opérateurs ne lèvent leur pouce vers Belinda. Cette opératrice-là va dire OK à l'opératrice qui est à l'autre côté, qui veut dire qu'elle est bien sur le quai. Cette opératrice-là va dire OK à celui qui est au bouton, qui me donne le OK et qui donne le OK à cette opératrice qui me redonne le OK à moi pour que j'ai le droit, en fait, de envoyer le train en toute sécurité, en fait. Sa mission ? Assurer la sécurité des trains, mais tout en faisant passer un maximum de clients à l'heure. Le comptage, s'il te plaît. On ne dit pas 9. Tu m'as mis combien de visiteurs? 266. 266. Si Belinda doit comptabiliser les visiteurs, c'est parce qu'elle a des comptes à rendre aux dirigeants du parc. C'est le chef des attractions en fait, qui veulent qu'on compte par quart d'heure maintenant pour qu'on voie combien de visiteurs et de départ on va faire par quart d'heure pour limiter le temps d'attente des personnes en fait, et qu'ils puissent bénéficier de l'attraction au plus rapide et le plus de fois possible, quoi. Mais à chaque départ, des imprévus viennent ralentir la cadence. Comme cette passagère qui comptait embarquer pieds nus. Les chaussures, s'il vous plaît. Les chaussures, s'il vous plaît. Et Belinda doit alors faire preuve d'autorité. Chers visiteurs, pour des questions de sécurité, merci de garder vos chaussures aux pieds. Pour des questions de sécurité, merci de garder vos chaussures aux pieds. Seules les ballerines et les tongs peuvent être mis sous les fesses. Merci de votre compréhension. Autre hantise, les sièges qui restent vides, boudés par les clients qui préfèrent faire l'attraction en groupe d'amis et non isolés dans la nacelle. Les opérateurs font tout pour les occuper et assurer un bon taux de remplissage. Une personne, monsieur. Madame. La nacelle est désormais occupée à 100%. Les opérateurs ont donné le feu vert. Belinda fait partir le train. Pour exploiter au mieux Osiris, le parc lui demande d'assurer une cadence de 230 passagers à l'heure. Or aujourd'hui, Belinda fait mieux. Elle tourne à 260 passagers, 30 de plus que la moyenne. Osiris remplit donc son rôle d'attraction phare. Mais à 20 millions d'euros, Astérix ne peut pas remplir son parc qu'avec des animations aussi chères. D'autant que ce grand 8 dure moins de 2 minutes. Alors le Gaulois a trouvé un autre moyen d'occuper ses visiteurs, et cette fois, à moindre coût. Il est 13h30,
Et après avoir déjeuné, la famille Trentin qui vient pour la première fois au parc atterrit près de ce chapiteau. En fait, un bon vieux cirque, simplement repeint aux couleurs d'Astérix. Le genre de spectacle que la famille recherche à ce moment de la journée. Ça va être plus sympa pour la digestion qu'une attraction plus dure, à sensation. Alors après déjeuner, donc c'est un petit spectacle bien sympa, je pense. Tranquille, à l'abri, et puis ça nous permet de digérer avant de refaire des sensations fortes, puisqu'apparemment il y a des amateurs qui veulent repartir déjà dans l'aventure. Ici, pas de sensations extrêmes, mais une animation qui va les occuper 20 minutes sans que cela coûte trop cher au parc. Un spectacle classique de clown, mais adapté à l'univers d'Astérix contre les Romains. Pour éviter de faire trop classique et pour créer la surprise, les comédiens pimentent leur représentation avec une astuce qui marche à tous les coups. Associer le plus possible le public au spectacle. Alors, je vais m'asseoir entre un monsieur et une dame, un couple, et j'essaie de les choisir en fonction, moi, de la place qui est la mieux adaptée pour repartir après, pour ne pas perdre trop de temps et qu'il y ait une coupure de rythme. Et puis de me dire, ceux-là ont l'air sympas, ça va marcher. Et voilà. Vous regardez quoi? Moi aussi, pareil, je regarde qui je vais recruter en fait. Pour forcer le public à participer, la meneuse de jeu commence la représentation au milieu des spectateurs, dans les tribunes. Alors, joli cœur, impatient de partir à la bagarre? Heureusement que ta petite Gauloise est là. Et voici l'histoire. L'officier romain doit recruter et former de nouveaux légionnaires. Suspense. Qui dans le public va être désigné? Montre-moi tes muscles. Assis. Petit Gaulois debout. Les muscles. Trop musclés. Assis. Et il finit par jeter son dévolu sur une première victime qui a l'air bien embêtée. Toi, debout. Il a une bonne tête de volontaire, celui-là. Premier volontaire dans les arènes, et on peut l'encourager. Et il lui en faut 5. Un autre spectateur doit se plier au jeu, lui aussi un peu gêné. Et il va se retrouver avec les autres au centre de l'arène. Et une fois tous les volontaires désignés, c'est gagné. Le public est dans la poche. Car tous les spectateurs se demandent maintenant à quelle sauce vont être mangés leurs congénères. Vous allez assister à l'entraînement spécial des volontaires de la Légion. Sauf que ces 5 volontaires sont de faux spectateurs et de vrais comédiens, disséminés dès le début dans les tribunes. Et le public ne va s'en rendre compte que progressivement. Mais l'ambiance est installée. Alors les traditionnelles cascades de clowns, ou les classiques tours de magie comme la disparition de la femme enfermée dans un coffre passent comme une lettre à la poste. Surtout quand ils sont exécutés de cette manière, à la façon burlesque de l'univers d'Astérix. Et voilà comment pendant une vingtaine de minutes, le parc Astérix parvient à distraire 2000 visiteurs avec seulement 8 comédiens payés à la journée et un décor réduit au minimum. Ils arrivent à attirer l'attention à tout moment, ça change, passe du rire à l'émotion, enfin... C'est basé sur la surprise. Dès le départ, enfin bon, ils prennent des gens dans le public, alors, on sait pas que c'est des gens qui sont déjà dans le truc. Moi, c'est bien. Ce genre de spectacle, visuel et populaire, et à peu de frais, est si profitable pour le parc qu'il en a développé d'autres, même si parfois ils n'ont plus du tout de rapport avec Astérix, comme par exemple ce show de cascadeurs façon Charlie Chaplin. Et il y en a d'autres qui marchent à tous les coups.
Il se trouve dans cet amphithéâtre, juste derrière le casque d'Astérix, tout au fond du parc, au pied d'un grand bassin. C'est le show des dauphins. Il est 15h30 et plus de 800 visiteurs sont venus admirer les acrobaties des mammifères marins. 3 soigneuses et 6 dauphins font le spectacle pendant 20 minutes. Des cabrioles dans tous les sens. Rien vraiment de très nouveau, mais le show animalier constitue un incontournable du parc d'attractions. Ici, on vend une autre palette d'émotions. Après le rire, on surfe sur la tendresse pour ces animaux qui ont l'air si gentils. Et toute la famille adore. D'autres aventures gauloises vous attendent sur le parc Astérix. Alors, c'était comment? C'était trop bien. C'est vrai qu'il a l'air gentil, hein. Ils ont l'air gentils, ils ont l'air tous gentils les dauphins. En vrai, ils ont l'air très coquins aussi, très joueurs. Un show qui fait le plein 3 fois par jour et qui occupe les visiteurs pendant plus de 20 minutes. Il ne coûte pas grand-chose car les installations existent depuis sa création, il y a 25 ans. Mais justement, comme dans le business des parcs, il faut toujours surprendre, Astérix a décidé de moderniser le show. Montrer aux spectateurs ce qu'ils ne voient habituellement pas. Toutes les évolutions gracieuses des mammifères sous l'eau. Et pour cela, le parc a fait appel à un spécialiste de l'image sous-marine. Il faut qu'on soit un peu comme ça pour que la caméra le filme à 360 comme ça, tu vois. Donc il faut un peu qu'on soit légèrement, allez, à 30 degrés, 45 degrés maximum. Il s'appelle Fabrice Schnoller et Astérix l'a fait spécialement venir de l'île de la Réunion avec une caméra qui filme à 360 degrés sous l'eau pour enregistrer un futur show sous-marin avec les dauphins. Les gens qui ne viennent jamais dans l'eau avec eux vont pouvoir avoir un peu la sensation qu'on a, nous, à se retrouver au milieu d'eux, dans le bassin. Pour ne pas perturber les dauphins, c'est la soigneuse Caroline qui régulièrement prend des images des mammifères afin de terminer la mise au point de cette caméra prototype. Et là, la caméra, ça fait 2 ans de recherche et développement. Nous, sur le système aussi, ça fait 2 ans sur le système d'enregistrement sous-marin. On a commencé en mai 2012, ouais, ça va faire 2 ans. Donc ça commence à faire du temps. Et comme les dauphins sont d'un naturel joueur, ils adoptent très vite le nouvel engin. Et Caroline peut engranger un maximum d'images. Car voilà ce que le parc voudrait monter l'année prochaine quand la caméra sera au point. À la fin du show traditionnel, les visiteurs pourront assister à un deuxième spectacle dans une salle de projection avec un écran à 360 degrés ou simplement équipés d'un masque de ce genre qu'ils pourront louer. Ils verront ce qu'ils n'ont pas vu durant le premier show, les dauphins sous l'eau. Donc là, vous allez voir sur l'écran ce que je suis en train de regarder, quoi. Donc si je tourne la tête à droite, je suis à droite, je peux regarder en haut, suivre un dauphin qui est en train de siffler, voir son nom. En tournant la tête dans tous les sens avec son masque, chaque visiteur aura l'impression de se retrouver sous l'eau, en train de nager au milieu des dauphins. Et voilà comment l'an prochain, le parc pourra occuper 2 fois plus longtemps les visiteurs avec une animation déjà existante et qui reste la plus prisée juste après les montagnes russes. Grâce à sa combinaison d'animation traditionnelle mélangée à des grands 8, Astérix a su attirer une clientèle record pour le parc. Plus de 1 700 000 clients. Mais Astérix veut encore plus de visiteurs. Il ne peut plus se contenter de ses clients habituels, il lui faut en rafler de nouveaux. Il va concurrencer Disney sur un de ses terrains favoris, les bambins. Ce matin-là, en compagnie de son adjoint, le PDG veut se rendre compte par lui-même d'un problème qui le préoccupe depuis 2 ans. Quand en 2012, il a repris la direction du parc, plusieurs parents se sont plaints. Surtout ceux qui ont des enfants trop petits pour accéder aux attractions, car la plupart sont interdites aux moins de 6 ans. Quand on regardait les études, les questionnaires visiteurs, ils nous disaient tous, pour les plus petits, il n'y en a pas assez. Il y en avait même qui disaient, je ne reviendrai pas, parce qu'il n'y a rien pour les petits, et j'ai pourtant payé l'entrée plein pot. Alors voilà le résultat. Pour 3 millions d'euros, il a créé cette année en plein centre de son parc un univers de loisirs miniatures pour les bambins. Cela n'a l'air de rien, mais vous allez comprendre pourquoi il est vital de toucher ces petits-enfants. Le patron a installé ici les principales attractions de son parc, mais adaptées aux tout-petits. Des manèges, un parcours d'escalade, ou encore une petite machine à crier.
Rien de spectaculaire, mais voilà ce que Pascal Flich a en tête. Former ses futurs clients. C'est important de séduire les enfants parce que ce sont des prescripteurs. C'est eux qui demandent à leurs parents « Ramène-moi au parc Astérix ». En plus, ils sont jeunes. Ici, c'est l'univers des moins de 6-7 ans. Et à partir du moment où ils ont découvert le parc Astérix, ils vont y revenir plusieurs fois dans leur vie. Reste maintenant à Pascal Flich à faire connaître son nouvel univers pour les tout-petits. Et toutes les occasions sont bonnes. Ce midi, par exemple, il reçoit un coup de fil de la plus haute importance. Tout de suite sur D8, vous allez voir comment Astérix utilise des VIP comme la star du foot, Zlatan Ibrahimovic, pour faire connaître son parc. Le Parisien, Maxwell et Zlatan au parc Astérix. Ça, c'est une photo de paparazzi. C'est important, justement, c'est ce qui permet d'émerger, c'est ce d'exister. Et puis vous plongerez dans l'univers des fêtes foraines, au cœur de la féroce bataille que se livrent les forains entre eux pour obtenir les meilleurs emplacements. Parce que si c'est mon tour, moi je monte là. Oui, donc je fais mon taf, je demande combien il y a de... C'est ce qu'il est en train de te dire. Vous découvrirez ensuite toutes les astuces commerciales des propriétaires des grands manèges pour vous vendre des sensations toujours plus fortes. Là, je change la position des nacelles. Ça va comme ça, les amis, allez un petit peu plus haut, attention. On accélère légèrement la rotation. Nous allons vous faire monter l'adrénaline. Reste maintenant à Pascal Flich à faire connaître son nouvel univers pour les tout-petits. Et toutes les occasions sont bonnes. Ce midi, par exemple, il reçoit un coup de fil de la plus haute importance. Parfait. Eh bien, écoutez, on va s'occuper d'eux dès qu'ils arrivent. Je vous tiens au courant. Bien sûr, je vous tiens au courant. Je vous fais un update régulièrement. Merci, au revoir. Alors, on a... Oui, enfin, j'ai le portable de Maxwell en texto. Donc, on a 2 joueurs de foot qui viennent. Ibrahimovic et Maxwell, chacun avec leur épouse, Maxwell avec ses 3 enfants, Ibrahimovic avec ses 2 enfants. C'est une visite familiale, c'est une visite privée, on va les accueillir et on raconte. Zlatan Ibrahimovic, rien moins que le meilleur joueur du foot français, qui fait aussi partie des superstars les plus célèbres du monde sportif. Ce genre de VIP ultra populaire, les parcs d'attractions se les arrachent, car leur venue est synonyme d'importantes retombées médiatiques. Nice to meet you again. Alors l'après-midi, quand Zlatan et sa famille font leur entrée, le patron espère bien en retirer le maximum de publicité. Enjoy the afternoon. Et Pascal Flich fait personnellement le guide. On va faire la photo là. Car il a une petite idée en tête. Et les enfants? Faire une photo avec Zlatan. Des personnages dans sa poche? Mais pas n'importe où. On se met de chaque côté, les amis. À l'entrée de son parc Idéfix. Son nouveau parc pour les bambins. Resserrez-vous un peu. Et il veille tout particulièrement à ce que le cliché soit bien cadré. Une chance pareille, cela ne se laisse pas passer. Come a little bit here, voilà, great. Let's be a little bit more. Et le lendemain, dans ses bureaux, il se jette sur sa revue de presse. Grâce à Zlatan, Astérix a droit à quelques articles. Le Parisien, Maxwell et Zlatan au parc Astérix. Ça, c'est une photo de paparazzi. C'est pas la nôtre. C'est pas la photo souvenir. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que quelque part, il y a eu de l'attention. C'est important, justement, c'est ce qui permet d'émerger, c'est ce d'exister. C'est d'avoir des célébrités qui viennent et qui se prêtent au jeu de la photo de famille. Pascal Flich adore ce genre de coup de pub, notamment pour contrer les énormes moyens publicitaires de son rival Disney. L'année dernière, il a négocié avec une équipe de rugby, le Stade Français, pour faire défiler ses Gaulois avant le début d'un match du championnat de France à Paris. Et quelques semaines plus tard, l'équipe du Stade Français a accepté de venir se montrer chez Astérix en train de boire de la potion magique. Et parfois, avec ses équipes, il organise de vraies opérations commando pour faire le buzz. L'année dernière, Disneyland fêtait ses 20 ans en France et a donné une grande fête pour l'occasion. Le patron d'Astérix a essayé d'en retirer un peu de notoriété à bon compte. Il n'a pas hésité à envoyer ses Gaulois parader devant l'entrée du château de la Belle au Bois dormant au prétexte d'aller souhaiter un bon anniversaire à son concurrent. Mais surtout, les Gaulois voulaient profiter de cet événement pour tenter d'être eux aussi sur la photo. Derrière les sourires aux petits-enfants, les parcs de loisirs ne se font aucun cadeau. Et voilà comment, du parc Astérix à Disneyland Paris, en passant par le Puy du Fou, le business des attractions a explosé en 20 ans. On compte désormais en France plus de 340 parcs d'animation en tout genre.
Mais ils viennent tailler des croupières à ceux qui ont longtemps détenu le monopole de la fête, les forains. Pour résister à cette concurrence, ils ont dû investir eux aussi dans des attractions toujours plus spectaculaires, qui peuvent coûter jusqu'à 1 million d'euros. Pour les rentabiliser, il leur faut attirer toujours plus de clients et déployer toute une panoplie d'astuces commerciales. Vous n'en voulez pas 3 pour 10 euros? Ouais. Seulement voilà, les mairies, de plus en plus effrayées par les tumultes causés par les fêtes foraines, ont tendance à leur interdire les centres-villes pour les reléguer en zone périphérique. Afin de défendre leur business, les forains se laissent de moins en moins faire. Donc là, on est plus que déterminés et on ira jusqu'au bout de la négociation ou non, mais on ira jusqu'au bout. Le business des forains, c'est un mélange de fêtes et de coups de force. Il est 14 h au beffroi de Calais. La fête foraine vient d'ouvrir ses portes. Et Dominique Lerendu est plutôt anxieux, car ce n'est pas un simple visiteur, mais un forain, et même un vieux de la vieille. Il a 45 ans de fête foraine derrière lui, et il en connaît toutes les ficelles. Cet après-midi, Dominique veut savoir si les clients seront au rendez-vous. Et pour cela, il a quelques astuces. Observer le ciel et humer l'ambiance du début de fête. Ça commence pas mal, il y a un petit peu de monde. Hein. On a chance que le temps se lève. Alors, Puis les Calaisiens sont fidèles au rendez-vous, donc on espère qu'on va bricoler un petit peu. À quoi vous sentez que ça peut arriver là, Dominique Bah déjà, on voit que le temps s'éclaircit. Les jeunes sont là, les mamans, les mamies sont là, se promènent. Donc progressivement, ça va évoluer. Mais Dominique reste préoccupé parce qu'il possède la plus grosse attraction de la fête et même la plus spectaculaire. Là, c'est le Air One Max, donc c'est la nouveauté de l'année. J'en suis fier, vous voyez, il y a du monde dessus. Le Air One Max, le dernier cri de la haute voltige. Illuminé par des ampoules multicolores, le manège en met plein la vue. Et en matière de sensations, il en a sous le capot. Cet immense bras mécanique de 70 tonnes vous balance à plus de 100 km/h. Et ce n'est pas tout. Les nacelles tenues par une gigantesque main à 6 doigts tournent sur elles-mêmes à plus de 30 mètres au-dessus du sol. À chaque descente, les passagers ont le souffle coupé. Les ados adorent. Superbe. C'est trop bien, franchement. Bah, on tourne un peu dans tous les sens, on est un peu comprimé de partout. Dominique a acheté ce petit bijou il y a 2 ans. Pour l'acquérir, il a dû dépenser près d'1 million d'euros, le prix d'un très bel appartement. Un investissement que le forain doit maintenant rentabiliser. Mais vous allez voir que même avec une telle machine, c'est loin d'être gagné d'avance. Calais, c'est l'une des foires les plus populaires de l'Hexagone. Sur 3 semaines, les 80 forains vont se partager près de 120 000 euros de chiffre d'affaires. Sur cette fête, on trouve la traditionnelle pêche au canard, les autotamponneuses ou encore les vendeurs de barbe à papa. Mais ce qui attire le public, ce sont avant tout les manèges à sensations extrêmes, comme cette toupie infernale ou encore ce bras articulé. Et si la foire connaît un certain succès, c'est parce qu'elle concentre beaucoup de manèges. Seulement voilà, pour se partager la manne des visiteurs, les forains se retrouvent en concurrence les uns par rapport aux autres. Et ils ne se font aucun cadeau. Dominique, comme tous les autres, espère bien tirer son épingle du jeu. Pour cela, il a un avantage, car sur la fête, son manège fait partie des attractions phares. Allez, de plus en plus haut, let's go! Super! Souriez les filles, exceptionnelle sensation. Car derrière cette ambiance de fête, chaque forain est en réalité prêt à en découdre pour défendre son business. Alors comment se disputent-ils les bons emplacements de la foire? Et surtout, quels sont leurs trucs et astuces pour vous faire monter à bord de leur machine et dépenser à tout va? Pour Dominique, la journée ne commence pas au milieu des attractions, dans le centre-ville, mais quelques kilomètres plus loin, sur un terrain vague où sont parquées les 60 caravanes des forains pendant la fête.
Bonjour. C'est très bien. C'est dans ce camping-car où il vit avec femme et enfants que Dominique va élaborer sa stratégie pour les 3 semaines de fête qui l'attendent. Il est 11 h, premier geste du matin. Le forain jette toujours un œil par la fenêtre. Car ce qui le préoccupe dès son réveil, c'est la météo du jour. La météo est un des critères les plus importants parce que s'il y a un petit rayon de soleil ou s'il fait doux, eh bien forcément les gens sortent. Les gens ont besoin des festivités de proximité et pour nous c'est un engouement certain. Pour l'instant ça reste couvert comme ça va. Il n'y a pas de vent ou très peu, il fait froid mais on peut sortir couvert, mais nous n'avons pas de pluie. En espérant comme nous sommes sur le bord de mer qu'il n'y ait pas un changement avec la nouvelle marée. La météo s'annonce pour le moment clémente, alors Dominique peut passer au 2e rituel de la matinée. Dans la salle de bain, le forain endosse son costume de scène, car à l'instar d'un saltimbanque, il a un rôle à jouer auprès de son public. C'est rare les forains avec une cravate, Dominique? Non, enfin oui quand même, c'est quand même assez rare. Moi je suis habitué depuis déjà très longtemps. Et je trouve que ça donne une représentativité à un chef d'entreprise quand il est dans sa caisse de manège. Ça fait beaucoup plus sérieux, plus sympathique, ça fait une différence. Ces petites astuces marketing, le forain les a acquises au terme d'une longue expérience. Car Dominique est un véritable businessman, et cela depuis ses débuts. Né dans une famille de forains, à 20 ans, il achète pour une bouchée de pain sa première attraction. Un modeste stand de tir. Mais comme il a le sens du commerce, il parvient à le faire fructifier au-delà de toute espérance. Et au bout de 15 ans, il le revend. Et avec ses économies, il achète enfin sa première grosse attraction, le Tagada, un manège qui fait perdre l'équilibre à ses passagers. Et c'est là qu'il découvre le business florissant des attractions à sensations. Il est convaincu que ce sont elles qui ont de l'avenir, alors il n'a qu'une idée en tête, s'en offrir une autre encore plus spectaculaire. Et en 2004, il joue dans la cour des grands, en achetant le X-Fly. Une balançoire fixée sur un gigantesque bras articulé. Un investissement de 500 000 € amorti au bout de 8 ans. Dominique aurait pu conserver son manège, mais il le sait. En matière de sensations, pour rester dans le coup, il faut en proposer de plus en plus fortes. La tête. Alors pour rester compétitif, il investit de nouveau l'an dernier. Et cette fois, il s'offre la Rolls des foires, le R1 Max, coût total 1 million €. On est à l'affût de tout ce qui peut sortir comme nouveauté pour être les précurseurs, d'être les premiers, pour avoir ces attractions qui sont attractives. Et s'il a jeté son dévolu sur ce manège, c'est qu'il dispose d'un atout capital. Il s'agit d'un prototype qui n'a été fabriqué jusqu'ici qu'à un seul exemplaire. Et il en a l'exclusivité encore pendant 6 mois. C'est une stratégie d'investissement comme un entrepreneur. Donc il faut être très vigilant à ce que l'on fait. Là ici, j'ai l'exclusivité jusqu'à fin 2014. Mais pour emporter le morceau, Dominique ne disposait que de 500 000 €, le produit de la vente de son ancien manège. Alors il a dû emprunter autant auprès des banques, un crédit qu'il doit rembourser sur 10 ans. Dominique a fait son calcul, il s'est fixé un objectif. Pour rembourser l'emprunt et gagner sa vie, il doit faire chaque jour un minimum de 700 € de chiffre d'affaires. Une bonne journée, c'est d'arriver à faire tourner les frais de fonctionnement, de rentrer un petit peu d'argent pour pouvoir payer ses échéances, une partie des échéances et les frais de la semaine ou avec le week-end. Donc on essaye de grignoter le plus possible. Et pour grignoter le plus possible, le forain limite les coûts de fonctionnement en faisant appel à son fils Florian, 17 ans, qui l'aide sur la fête. Chez les forains, faire travailler la famille, c'est presque une tradition. Mais Dominique va-t-il réussir à tenir ses objectifs à la foire? Jusqu'ici, il a plutôt bien mené sa barque. Seulement voilà, sur la fête, Dominique n'est pas tout seul. Il va devoir compter avec de redoutables concurrents. Il est 14 h et quand il arrive sur place, il n'a qu'une idée en tête, réaliser ses 700 € de chiffre d'affaires. Mais juste en face de son Air Max, il y a un manège qui s'adresse à la même clientèle.
ces chaises rotatives qui font tourner la tête des clients. Une attraction qui appartient à Anthony et il sait y faire avec son micro pour attirer le chaland. Une petite poussée d'adrénaline. Allez, Super Machine, hop ça, yo. Alors de son côté, Dominique est aussi obligé de donner de la voix. Infernal Machine, extrême sensation, haute voltige. Ça va les filles, pas trop décoiffées? Il me semble avoir aperçu quelques belles grimaces. Car Dominique a beau avoir une belle machine, impossible d'en tirer le meilleur parti sans un peu de bagou pour séduire les clients. Et pour faire la différence avec son concurrent, il a bien d'autres astuces en poche. Par exemple, il met en valeur toutes les sensations que son attraction peut susciter. Sensation, vitesse maximale 100 km/h, exceptionnelle adrénaline. Allez, comme ça, on vous envoie toute la gomme, allez, puissance maximale. Sensation haute voltige, sensation chute libre. Dominique prend bien soin de viser son public de prédilection, les adolescents. Alors au micro, il n'hésite pas à parler comme les jeunes. Accélération. Oh my God. On est à l'affût de ce qui dit de nouveau, les termes des jeunes. Alors, selon l'âge que l'on a, on peut employer certains termes, mais pas trop non plus, parce que vu les différences de génération, il faut pas que ça fasse ringard. Enfin, parfois, il y en a qui sortent, c'est cool, on le dit au micro une fois ou deux, c'est autre chose, ou c'est de la balle. Il a bien d'autres techniques pour tirer son épingle du jeu. Il dispose par exemple d'une arme secrète à destination de sa clientèle principale. Un groupe d'adolescents va en faire l'expérience. Le forain veut leur en donner pour leur argent. Alors il va leur offrir un coup de pêche supplémentaire. Grâce à ce petit boîtier, le forain peut manipuler sa machine à sa guise. Oscillation, vitesse, rotation, en jouant sur ces paramètres, Dominique peut envoyer le petit groupe encore plus haut, encore plus vite. Ça caille. Là, je change la position des nacelles. Ça va comme ça les amis, allez un petit peu plus haut, attention. On accélère légèrement la rotation. Nous allons vous faire monter l'adrénaline. Et là, il va un petit peu moins haut qu'au maximum, mais c'est suffisant. Un petit secret qui permet au forain de faire revenir sa clientèle. Car chaque tour sur son manège est différent du précédent. Et les adolescents l'ont bien compris. Ce groupe a déjà réalisé plusieurs tours à bord du R1 Max. On a une super sensation, la première fois j'avoue que j'ai peur, mais la sensation elle est vraiment bien et ça fait au moins 6 fois que je le fais. On a été plus vite que d'habitude. Ah ouais, là ça a été fort, ça fait trop drôle. Grâce à sa machine et à son savoir-faire, la journée de Dominique s'annonce plutôt bien. Il est 17h et le R1 Max est pris d'assaut. À ce rythme-là, Dominique espère dépasser les 700 € de recettes et même atteindre facilement les 1000 € en fin de journée. Allez, attention, changement de position. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, jeune homme, merci. Il est 17h30 et sur Calais, les nuages arrivent avec la marée. La foire se vide et le R1 Max n'attire plus grand monde. Dominique va devoir mettre les bouchées doubles pour vendre un maximum de tickets avant l'arrivée de la pluie. Car pour l'instant, il n'a fait que 350 € de recettes, la moitié de son objectif. Le forain doit vite remonter la pente. Là, c'est un moment de creux et on est à l'heure où on devrait être en pleine affluence. Alors, tout à l'heure, j'étais confiant et là, je le suis beaucoup moins. Et les soucis vont commencer à se multiplier. Par exemple, Dominique ne peut pas démarrer son manège pour relancer l'ambiance. Car pour l'instant, seules 5 places sont occupées sur les 24 de disponibles. Avec cette configuration, il perdrait de l'argent, car le tour lui coûterait plus cher en électricité que ce qu'il lui rapporterait. C'est de l'argent de perdu, le groupe électrogène tourne, ça consomme du gasoil, nous sommes sur place, eh bien oui, c'est de l'argent de perdu, forcément, puisque ça n'est pas, le manège n'est pas opérationnel. Pour être rentable, Dominique doit remplir son manège à 50%.
Mais voilà le problème, il lui manque 8 passagers. Et ceux déjà installés commencent à perdre patience. Alors il va discuter avec eux pour essayer de les retenir. Vous êtes déjà monté tout à l'heure? Oui. Ça vous a plu? Oui. Vous n'avez pas eu trop peur? Non. C'était la première fois? Ouais. Non. Bon, donc ça les passagers vont attendre encore un peu. Mais Dominique doit absolument trouver les 8 clients manquants. Alors vous allez voir comment il va s'y prendre. Son astuce, brader ses entrées. Le tour est à 4 €, mais le forain fait une promotion. Les 3 places à 10 € au lieu de 12. Tout est bon pour relancer la machine, car c'est quand elle tourne qu'elle attire du monde. Il nous reste quelques nacelles, on embarque. Bonjour. C'est une très bonne idée. Vous n'en voulez pas 3 pour 10 €? Vous n'en voulez pas 3 pour 10 €? Ouais. Ils sont deux, s'ils en prennent 3 et qu'ils leur coûtent 2 €, ils reviendront probablement. S'ils reviennent, il faut racheter une deuxième place. Donc forcément, c'est une stratégie commerciale. Mais les efforts du forain n'auront pas le temps de porter leurs fruits. Subitement, un déluge de pluie s'abat sur la foire. Malgré tout son métier, Dominique ne peut rien contre les éléments. En moins de 30 minutes, les manèges se vident. La foire est désertée. Ce soir, les affaires s'arrêtent à 19 h au lieu de 23 h. Avec 4 heures d'activité en moins, impossible pour Dominique de faire son chiffre. Le forain déchante. Mais on n'obtiendra pas l'objectif, ça c'est certain. Donc les 1000 € ne seront pas atteints. Si on en fait 50-60%, ça sera beau. Tant pis, c'est comme ça, c'est un samedi perdu, on a perdu le week-end dernier, on fera le bilan sur la fin de foire, mais on sent déjà que ça sera une foire mitigée, quoi. Ça sera pas, malgré un bel emplacement, ça ne sera pas une bonne foire. Dominique est loin de réaliser la recette attendue. Il ne gagnera ce jour-là que 400 € au lieu des 700 nécessaires pour être rentable. Et encore, s'il a pu réaliser ce chiffre d'affaires, c'est parce que la fête foraine a bénéficié d'un excellent emplacement sur la place de la mairie, en plein centre-ville. Mais pour l'obtenir, Dominique et les forains ont dû, bien avant l'ouverture de la fête, se battre comme des beaux diables. Car leurs attractions sont de plus en plus souvent rejetées en périphérie, loin de tout. Chaque année, comme à Calais, les forains animent 35 000 fêtes dans toute la France. Mais ils ont un gros problème. Depuis quelques années, il devient de plus en plus compliqué d'avoir accès au centre-ville. Car une fête foraine, c'est synonyme de foule et surtout de bruit. Tout un tumulte qui excède les riverains. Conséquence, les forains sont de plus en plus souvent installés en périphérie. Mais ils ne se laissent pas faire, et cela fait parfois les titres de la presse locale. Par exemple, à Rouen. Les forains manifestent contre un projet de transfert de leur foire. Ou encore à Cannes. Forains et mairie, la pomme d'amour vire à la discorde. Et enfin en Bretagne, à Plohermel. Ils veulent retrouver le centre-ville. C'est vital pour leur business. Partout, ils ont décidé de se battre. Et à Calais, justement, la bagarre a été particulièrement chaude. Nous avons commencé notre enquête bien avant que la fête de Calais ne débute. Et ici comme ailleurs, la mairie a voulu rejeter les forains hors du centre-ville. Nous sommes 7 jours avant l'ouverture de la fête foraine. Il est 10 h du matin et nous retrouvons Dominique loin de la place centrale de la ville, sur le port où la mairie veut les installer contre leur gré. Voilà, notre beau site du bassin ouest. Ouais, on a gagné le gros lot là. On peut pas monter là, c'est pas possible. Non. Il y a trop de risques. Si Dominique est en colère, c'est parce que depuis 10 ans, la foire se déroulait toujours sur une des meilleures places de la ville, la place d'Armes. Mais cette année, elle est en chantier. Un parking est en cours de construction. Alors les forains ont demandé de s'installer sur une autre place très bien située, la place centrale de la mairie, au cœur d'une zone commerçante très fréquentée. Mais la municipalité a refusé par crainte des nuisances sonores. Et elle les a déplacés sur le bassin ouest de la ville, face au port. Pour les affaires de Dominique, c'est une catastrophe. Parce qu'il sait qu'en cette période de l'année, une bonne partie du public ne fera pas le déplacement du centre-ville jusqu'ici.
C'est une question de temps, c'est une question d'emplacement. En hiver, vous voyez, il y a une plage avec des commerces. Rien n'est ouvert, tout le monde est fermé, ils savent très bien qu'il n'y a pas de public. S'installer ici, c'est pour Dominique près de 80% de chiffre d'affaires en moins. Alors il ne va pas en rester là. Car il n'est pas qu'un simple propriétaire d'attraction. Il est aussi à la tête du syndicat des forains de Calais. Et sous ses ordres, ses 80 collègues se sont mis en grève. Les camions sont au point mort sur le parking du port et aucun manège n'a été déployé. Dominique a bien l'intention de ne pas monter la fête ici. Et pour cela, il menace de bloquer la ville et d'occuper toutes ses places avec ses 300 camions. S'il fallait perdre la fête, on prendrait toutes les places publiques, mais on ne ferait pas la fête, on n'y mettrait que notre matériel. On est déterminé et prêt à tout. Quitte à tout perdre, si c'est pour venir tout casser et puis pas gagner d'argent, autant qu'on le fasse d'une autre manière. Donc là, on est plus que déterminé et on ira jusqu'au bout de la négociation ou non, mais on ira jusqu'au bout. Et la première arme à leur disposition pour mettre la pression, ce sont les médias qui titrent sur le bras de fer entre la municipalité et les forains. La presse s'est emparée de la polémique et la suit jour après jour. Il est 14 h. Dominique et ses collègues se sont donné rendez-vous sur la place de l'Hôtel de Ville. Messieurs, bonjour. Inquiété par la couverture médiatique, la mairie a pris les menaces des forains au sérieux. Et Dominique a obtenu une réunion avec les élus de Calais. C'est un rendez-vous capital, car la fête a déjà pris 3 jours de retard. Dominique affirme que les forains ont perdu 15% de leurs recettes. Ils ne peuvent plus attendre. Mais ils vont surtout devoir convaincre les riverains que la fête ne va pas tout casser. J'explique qu'on va tout saccager, quoi, comme si nous étions des Zoulous. Un bras de fer est engagé entre les forains, les riverains et la mairie. Et les négociations s'annoncent difficiles. Pour Dominique, la stratégie est claire. Ou ils reviennent en centre-ville, ou ce sera le blocage immédiat. Nous tentons d'assister à cette dernière tractation, mais la situation est tellement tendue que le responsable de la mairie refuse notre caméra. Non, mais c'est pas possible. Hein, voilà, donc c'est dehors. L'enjeu de cette réunion. Comment? L'enjeu de cette réunion. Vous savez, c'est une réunion avec des forains pour essayer de faire un je vous ai eu au téléphone tout à l'heure, j'ai été très clair. Il n'y a pas de quoi faire un foin. Pas de quoi faire un foin? Pas si sûr, car ça ne serait pas la première fois que les forains mettraient leurs menaces à exécution. Cette stratégie, ils y ont recours depuis plus de 30 ans avec succès. Elle a été initiée par l'homme fort des fêtes foraines, un personnage haut en couleur qui sait parfaitement comment faire plier les municipalités. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Paris, dans le QG de Marcel Campion. C'est lui le premier forain à avoir fait céder une mairie, et pas n'importe laquelle, celle de la capitale, la mairie de Paris. J'avais organisé une fête à la Villette, là, bien avant qu'il y ait tout ça, là, à l'époque. Ah oui, c'est là, les Tuileries. C'était il y a 30 ans. À l'époque, il exploite une grande roue en banlieue parisienne. Et pour faire fructifier son business, il souhaite s'installer dans le cœur de la capitale. Mais la mairie refuse. Alors avec une cinquantaine de forains, il tente un coup de folie. Le soir du 1er décembre 1985, il force les portes du plus prestigieux jardin de Paris, le jardin des Tuileries. Et là, instruction à tout le monde de se mettre en place et monter. Alors il était minuit, hein. Donc à minuit et minuit et demi, tout le monde était rentré. Alors les forains me disaient, mais on a l'autorisation, on va l'avoir, on va l'avoir. Bon, faut pas qu'ils aient peur quand même. Mais le lendemain, la mairie de Paris réaffirme sa position, défense d'entrée aux Tuileries. La résistance s'organise et c'est là que Marcel Campion se révèle. Il pose un ultimatum. Soit la fête foraine se déroule au cœur de la capitale, soit le jardin se transformera en champ de bataille. Face à une telle menace, la tension monte et l'occupation des Tuileries devient une affaire d'État. Le président de la République en personne, François Mitterrand, tente la négociation. Mais loin d'être impressionné, Marcel Campion durcit sa position et maintenant, il est prêt à mettre le feu aux Tuileries. Tout de suite sur D8, vous allez voir avec quelle méthode Marcel Campion veut imposer la fête foraine dans les centres-villes, avec ou sans l'autorisation des maires. Mais moi, autorisation ou pas, on l'a fait quand même. Vous voyez, moi, c'est mon état d'esprit. Puis vous découvrirez comment les forains se disputent âprement les meilleurs emplacements pour leurs attractions.
Chacun défend son mètre carré de travail, parce que là, on est en train de défendre notre fonds de commerce. Enfin, nous vous révélerons les étonnants secrets d'un parc d'attractions pas comme les autres. Il casse les prix et pourtant, il a réussi à se tailler une place dans la cour des grands avec son dernier parcours à sensations. Il y a 3 airtime, c'est 3 boss comme ça, et j'ai hâte de voir comment les wagons le prennent. Face à une telle menace, la tension monte et l'occupation des Tuileries devient une affaire d'État. Le président de la République en personne, François Mitterrand, tente la négociation. Mais loin d'être impressionné, Marcel Campion durcit sa position et maintenant, il est prêt à mettre le feu aux Tuileries. Mais au président, j'ai dit, vous savez, monsieur le président, si on ne sort pas d'ici avec une belle fête qui fonctionne, on liquide ici. Il me dit, comment ça? Je dis, moi, je mets le feu partout. Il me dit, vous êtes fou. Je dis, écoutez, quand on finit, c'est que c'est la fin. Si on nous dit qu'ici, c'est fini, qu'on ne fera plus la fête, c'est donc qu'on ne nous accueillera plus. On aura perdu notre combat. Eh bien, on va brûler les manèges ici. Ça, on aura un beau lieu de souvenir. La mairie de Paris finit par céder. Après une semaine d'occupation, Marcel Campion remporte la bataille. La fête foraine sera autorisée au sein même du jardin. Et cela dure ainsi depuis 30 ans. Ce coup de force a surtout imposé Marcel Campion comme le héros des forains. Car depuis l'affaire des Tuileries, plus aucun maire de Paris n'a voulu se le mettre à dos. Et le forain rebelle est devenu aujourd'hui un interlocuteur fréquentable, y compris pour Anne Hidalgo, tout juste élue à la tête de la capitale. C'est la première foire de France, hein, celle-là. Là, on va tourner sur la droite. Là. On va pas faire toute la foire parce qu'elle est très très grande. La fête foraine des Tuileries, mais aussi la grande roue de la Concorde, ou encore le marché de Noël des Champs-Élysées, et même la foire du Grand Palais. Toutes ces attractions sont aujourd'hui placées au cœur même de Paris. À 75 ans, Marcel Campion est l'homme fort des fêtes parisiennes avec qui il faut désormais compter. C'est vrai que les maires disent qu'ils sont actuellement, que ce soit Chirac, Tibéri, Delanoë, Madame Hidalgo, ils vont dire on donne l'autorisation. Mais moi, autorisation ou pas, on l'a fait quand même. Vous voyez, moi, c'est mon état d'esprit. À Calais, c'est avec cet exemple en tête que les forains vont se battre pour obtenir un emplacement en centre-ville. Au bout d'une heure de négociations tendues, la mairie et les forains semblent avoir trouvé un compromis. Mais vous allez le voir, il paraît très fragile. Le responsable de la ville, M. Grenat, a finalement donné la place centrale aux forains. La mairie a cédé. Sans doute pour éviter des échauffourées, mais aussi peut-être parce que la fête rapporte 24 000 € de droits d'emplacement à la ville. Mais les forains devront tout de même faire des efforts, car M. Grenat a posé une condition à cet accord. Il va l'annoncer officiellement devant les médias locaux. Dans l'accord que l'on a l'intention de signer avec les forains, on tiendra compte forcément des lois sur les nuisances sonores et qu'on les fera respecter, quitte à verbaliser. Pour Dominique, baisser un peu le son des manèges, c'est un moindre mal contre l'autorisation de s'implanter au centre-ville. Bonjour. Seulement voilà, si les forains ont gagné, cette habitante de la place centrale de Calais n'est pas ravie de l'issue des négociations. Et elle entend bien le faire savoir aux responsables de la ville. Je vous reçois après. Monsieur Grenat, c'est ça le problème, c'est que la discussion avec les riverains ne soit pas prévue. Là c'est le grand problème, on touche le fond du problème. Je suis prêt à vous recevoir après. Après, je crois que je suis clair. Toutes les décisions. Et a posteriori, toutes les décisions. Juste pour prendre acte de ce que vous aurez décidé avec les forains, en prenant aucun compte l'avis des habitants de la ville de Calais. Si je trouve ça très respectueux. On est sur la ville, on est l'arrondissement pendant que vous y êtes, madame. Non, d'un collectif au moins de riverains ou de... Mais bon, c'est tout, la discussion est close. Oui, je vois. La discussion est close, soit vous décidez qu'elle soit close. Je vous reçois tout de suite après. Pour la mairie, la décision est irrévocable. La stratégie des forains a donc encore payé. Ils ont à nouveau remporté la bataille. Mais pour Dominique, d'autres soucis se profilent à l'horizon. Comme c'est la première fois que le forain s'installe sur cette place, ils vont se battre comme des chiffonniers pour se disputer les meilleurs emplacements du site. Si la victoire est aujourd'hui collégiale, à partir de demain, ce sera chacun pour soi. Le lendemain matin, sur la place de la mairie, c'est le jour des grands travaux.
Les employés de la municipalité s'activent, car la foire doit débuter dans 2 jours. Les bancs de fleurs du parvis disparaissent peu à peu, et les forains prennent possession de leur territoire. Recule, recule, recule. Jeudi matin, okay. Jeudi matin, ouais, l'emplacement. C'est bon? Je la photo, je te l'envoie. Jeudi matin, je retire les 2 bacs de l'autre côté. Ouais. Donc ça sera prêt pour moi jeudi midi. Eh ben c'est bon, on fait ça. Impeccable. Demain matin, 9h. Je vous remercie, monsieur. Mais les forains sont inquiets. Y aura-t-il de la place pour tout le monde? Là. Pour le savoir, ils ont élu un petit comité en charge de maîtriser le parvis et d'en dresser un plan précis. Là, 4 mètres. Sur l'ancien emplacement, tous les stands gardaient la même position d'une année sur l'autre. Mais ici, aucune fête n'a jamais été organisée et ce nouvel espace est beaucoup plus petit que le précédent. À la tête du comité, Maxime. Et après, ça ressort. L'arrondi. Il doit absolument faire rentrer tous les stands. On va chercher à toucher aussi. Il faut bien qu'il passe avec ses ferrailles, hein, parce qu'il faut s'envoyer le jeu là. S'il se recule de son métrage complet, là ça passe. Et on peut remettre une boutique sur le côté. On n'a jamais occupé le terrain, donc on peut pas dire à l'avance si ça valait ou pas. Il n'y a qu'en faisant ça, c'est 2-3 petits points de repère avec lesquels on va pouvoir se baser. Le travail du comité est observé de près par Dominique. À la tête du syndicat des forains de Calais, il inspecte le marquage pour être sûr que tout le monde rentre sur la place. Aucun des 80 forains ne doit être lésé. Ah non, faut que tout le monde monte. On rebougera, mais non, faut que ça monte. On peut pas en mettre un sur le carreau. On peut pas se permettre ça. Après 1 heure de mesure, les 80 stands semblent tous pouvoir rentrer sur le parvis. Demain, le comité présentera le plan des emplacements. Et vous allez voir que régulièrement, la répartition des places sème la zizanie chez les forains. Car c'est leur chiffre d'affaires qui maintenant va se jouer. Le lendemain, à 14 h, dans la salle des fêtes, les négociations commencent. Les 80 forains sont tous réunis. Voilà. Tout le monde y est. Le moment est crucial. Chacun repère l'endroit où il voudrait être. Certains prennent même des photos pour examiner le plan dans le détail. Car il y a des bonnes et des mauvaises places. Et cela peut faire varier le chiffre d'affaires de leur manège de près de 30%. Les bons emplacements se situent près de ces 2 entrées principales, des voies de passage très fréquentées. En revanche, pour les attractions qui seront situées au fond de la foire, les forains devront redoubler d'efforts afin d'attirer le public et faire du chiffre. Aujourd'hui, chacun va défendre son business. Non, c'est pas... Alors tout ça, c'est une stratégie qui va prendre une journée, qui aura sûrement des montées de pression, il y aura sûrement des litiges, et bien les effets de conflits d'intérêts personnels avec des manèges plus ou moins similaires qui veulent revendiquer pour tel ou tel critère, des stands qui vont se retrouver plus ou moins bien placés, des conflits de famille, ça arrive aussi. Donc chacun défend son mètre carré de travail, parce que là on est en train de défendre notre fonds de commerce. Pour éviter les conflits, le comité d'emplacement arbitre la répartition et pose les règles. La première, priorité au manège à sensations. Ces attractions ont besoin d'un espace plus grand et surtout, elles attirent le public. Elles sont donc réparties à chaque coin de la foire afin que le public puisse circuler d'un bout à l'autre. À Calais, il y a 6 gros manèges, dont celui de Dominique. Avec le R1 Max, il a le privilège de choisir sa place dans les premiers. Et il va obtenir une des meilleures, située juste à côté d'une des 2 entrées principales. Alors moi je suis placé ici. Pour le métrage, 10 mètres 50. À cet endroit-là. Ça va passer, ça va passer. On espère que c'est un bon emplacement. Ici, il y a une partie du centre-ville. Il y a une entrée ici. Si on tourne à droite, on est visible. Puis c'est au tour des petits stands d'être appelés. Maintenant, on verra comment les clients vont... Cette fois, c'est une 60aine de personnes que Maxime doit mettre d'accord. Alors, pour éviter l'anarchie, il existe une deuxième règle. Les familles les plus anciennes de la foire ont priorité sur les autres.
Les anciennetés, c'est depuis le temps de plusieurs générations pour les premiers qui exploitent un manège forain à la foire de Calais. Donc, et ça, c'est dans nos us et coutumes de respecter cette ancienneté pour le choix des places. Et parmi les familles les plus anciennes, il y a Madame Duval. C'est donc à elle maintenant de choisir son emplacement. Propriétaire d'une petite confiserie, ses critères de sélection sont très précis. Pour faire le maximum de chiffres, elle doit se placer près d'un manège pour enfants, car c'est son cœur de cible. En revanche, elle doit absolument éviter d'être à l'ombre d'une attraction à sensation, car elle lui volerait l'attention du public. Devant les gros métiers, non, parce que tout le monde se met à l'écart pour regarder et ils se font dos à nous, ils nous bouchent nos attractions, donc ça va pas. Madame Duval a trouvé la place idéale pour ses affaires, mais ce n'est pas le cas de tous. À droite de la table, ce père et son fils ont également un stand de confiserie. Ils convoitent une des dernières bonnes places disponibles, située à côté de l'entrée principale. Mais à gauche de la table, ce forain exige lui aussi cet emplacement. Alors, la tension monte. Profites-en, monte-y. Parce que si c'est mon tour, moi je monte là. Oui, non, voilà. bon. Alors monte là. Titi, parle pas comme ça, parce que l'an passé, t'as changé 3 fois de place l'an passé. Ce qu'il dit, c'est donc, bah voilà, donc je fais mon taf, je demande combien il y a de place. C'est ce qu'il est en train de te dire. C'était encore temps de changer. Par contre, après, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Au bout de 10 minutes de négociation et l'arbitrage du comité, le père et le fils ont finalement perdu la bataille. Ils n'auront pas la place convoitée. Et pire encore, l'emplacement qu'ils obtiennent en échange est situé juste à côté d'une confiserie concurrente. J'ai été mesuré ce matin. Bon, on y va. Allez. Ça va, vous êtes content? On est deux concurrents côte à côte, mais on n'a pas le choix. Content, oui et non, parce que je me retrouve à côté d'un collègue qui a le même métier. Je sais pas, on met pas deux boulangeries côte à côte ou deux boucheries. Et pourtant, ils ne vont pas avoir le choix. Tant bien que mal, la majorité des forains trouvent finalement son compte. Sauf un dissident qui ne veut pas attendre l'ouverture de la fête sur la place centrale. Pour tenter de gagner un peu d'argent, il veut ouvrir son manège tout de suite sur le port. Pour Dominique, hors de question que les forains se divisent. On a un petit souci de division. Donc... Et la division, c'est mauvais pour le business. Dominique ne peut pas laisser faire. Vous allez tenter de négocier Non, je ne vais pas négocier, on va discuter. Vous ne verrez pas le dissident, car les forains nous demandent de sortir. Ils ne veulent pas faire étalage de leur discorde. Et après quelques minutes d'explications franches et viriles, le dissident finira par rentrer dans le rang. À chaque répartition, il y a toujours des mécontents. Sauf que, vous allez le voir, certains forains n'accordent pas autant d'importance à leur emplacement. Pour eux, peu importe où ils se trouvent, ils parviennent tout de même à vous appâter. 4 mois après la fête foraine de Calais, nous partons pour la foire de Valenciennes, dans le nord de la France. C'est l'ouverture de la haute saison pour les forains. Du mois de mai au mois d'août, ils réalisent leur plus gros chiffre d'affaires. Il est 14h30, la foire vient juste d'ouvrir ses portes au public. Ici, 130 attractions sont installées en centre-ville, dont la Riviera. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Claudine et Christian sont propriétaires de ce stand depuis 25 ans. Il fait partie des attractions populaires de la fête foraine. La Riviera fonctionne comme un petit casino avec des machines à pièces, des jeux de hasard et des lots à remporter. Et voilà, même s'il vous plaît. Merci. Cela fait plus de 20 ans que le couple de forains installe son stand à Valenciennes. Et chaque année, ils ont le même emplacement, situé tout au fond de la fête foraine. Une place a priori catastrophique pour les affaires, et pourtant la Riviera ne désemplit pas. Car vous allez découvrir que pour ce couple, l'emplacement n'est pas un problème. Allez, ça va recommencer. Si la Riviera attire autant de monde, c'est parce que le stand donne tout d'abord l'impression de pouvoir gagner facilement les lots. Voilà joué, voilà gagné encore pour mademoiselle. Là.
Et voici le principe de cette machine. Tout d'abord, le joueur échange de l'argent contre ces petits jetons qui ressemblent à s'y méprendre à des pièces de monnaie. La tombola, c'est le 31 mai. Et grâce à ces piécettes, ce client va pouvoir maintenant tenter sa chance sur l'une des 6 machines de la Riviera. Voilà, jeunes gens, bonne chance. Le but de la partie consiste à faire tomber ces petites plaquettes de couleurs, positionnées juste au bord de la machine. Ces plaquettes représentent des points. Plus vous accumulez de points, plus le lot sera gros. Pour parvenir à les faire tomber, a priori rien de plus simple. Le joueur insère ses jetons dans les fentes de la machine. Ils tombent alors sur un premier plateau qui effectue un mouvement de va-et-vient. Et il pousse les pièces au fur et à mesure. Elles tombent ensuite sur le deuxième plateau et font avancer les petites plaquettes de couleurs en direction de la sortie. Pour gagner le plus petit lot comme une peluche, il faut au moins 200 points. Mais à partir de 40 000 points, vous pouvez remporter des lots bien plus prestigieux, comme du matériel hi-fi. Le lot, c'est important parce que justement, quand ils vont jouer, ils vont dire « Ah ben ça c'est nouveau, je vais… » Donc il faut toujours apporter de la nouveauté, des lots qui sont attractifs. Pour gagner les lots les plus alléchants, il faut cumuler beaucoup de points. Alors les clients reviennent, et à plusieurs reprises. Et pour les retenir, Christian a également mis en place une carte de fidélité. Alors voilà, s'il te plaît. Donc tu as fini ta carte, tu as droit à aller au jeton gratuit. Hein. Voilà, j'ai fini parce que j'ai fini ma carte. J'en reprendrai une apparemment en juin. Voilà, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Eh ben, je te souhaite bonne chance. Ah, merci. Allez. Avec cette carte, le joueur remporte des points gratuits au bout de 100 € de mise. Un moyen pour le forain de pousser un peu ses clients à la consommation. Voilà. Alors le but c'est de… Les gens commencent à jouer 10, 20, 30, 40 une première fois. Ils vont venir samedi prochain. Ah, il ne reste plus que 4 cases. Ah bah je vais jouer les 40 €, comme ça j'aurai 10 € gratuits. Donc ça les incite à terminer une carte. Donc à aller au bout de la carte de fidélité. Donc de jouer les 100 €. Grâce à ces petites astuces, les habitués de la Riviera représentent 60% de la fréquentation du stand. Du coup, peu importe l'emplacement de leur attraction, Claudine et Christian ont un minimum de chiffre d'affaires assuré chaque année grâce à leur fidèle clientèle. Certains guettent même l'arrivée du manège en ville chaque année depuis plus de 20 ans. Alors ça, c'est un des clients. Ça fait combien de temps que tu joues chez à la Riviera? Oh, une bonne vingtaine d'années. Le truc à pièce, c'est toujours celui-là qu'on joue avec. Et une fois la clientèle fidélisée, vous allez voir que le forain sait comment en tirer le meilleur parti. Et tout repose sur la façon dont il va distribuer ses lots aux gagnants. Car votre chance de les obtenir ne dépend pas que du hasard. Les propriétaires de la Riviera doivent veiller à rester rentables et ne pas offrir plus de lots qu'ils ne gagnent d'argent. Pour cela, ils ont calculé un taux de rentabilité qu'ils appellent eux-mêmes le coefficient. On a un chiffre d'affaires et puis par rapport au chiffre d'affaires, on a un coefficient. Coefficient de gain, c'est quoi? Oui, de gain, quoi. Bon, c'est un petit peu personnel, ça. Ah oui. Si on fait 10 000 € de recettes et on donne 10 000 € de marchandises, donc c'est pour ça qu'il faut toujours un coefficient. En clair, la foraine peut régler sa machine. Et elle a les moyens de contrôler l'avancée du plateau pour que les jetons tombent plus ou moins vite. Il existe aussi sur les côtés, sous ces petites lumières, un trou très discret dans lequel certaines pièces peuvent tomber et échapper aux joueurs. Cela permet ainsi aux forains de bien maîtriser la distribution de leur lot. D'après nos estimations, il faudrait dépenser un minimum de 25 € avant de voir ces plaquettes tomber. Alors pour remporter un lot, vous devrez vous armer de patience. On ne gagne pas grand-chose, mais bon, pas grave. C'est l'amusement, le principe. Et lorsqu'un client finit par gagner, vous allez voir comment le forain parvient malgré tout à tirer son épingle du jeu. Et là, vous êtes
avez dépensé combien pour le premier? 50 €. Allez, faites vos jeux, rien ne va plus. Ce jeune homme a remporté ce matériel hi-fi contre une mise de 50 €. Nous sommes allés vérifier sur Internet. Le lot coûte dans le commerce plus de 169 €. Ce client a donc fait une très bonne affaire. Mais ce qu'il ignore, c'est que le forain aussi. D'après nos informations, le patron a acheté ce matériel près de 40 € chez un grossiste, soit 10 € de moins que la somme investie par le joueur. Ce système permet à Christian de gagner de l'argent, même lorsque ses clients remportent de gros lots. Et les forains gardent sans doute bien d'autres secrets pour tenter de nous divertir. Ils espèrent ainsi rentabiliser leurs investissements en sillonnant toute l'année les routes de France. Si les grandes fêtes foraines rencontrent toujours du succès, la concurrence des parcs d'attractions les touche de plus en plus. Conséquence, la liste des foires en France tend à se raccourcir. Bon nombre de forains finissent par ranger définitivement leur caravane. Mais il y en a qui prennent le pari de résister en imitant les recettes des parcs d'attractions. Et certains connaissent ainsi de surprenantes réussites. Ce jour-là, dans ce parc d'attractions, parmi les passionnés qui se ruent vers les montagnes russes, il y a un amateur de sensations fortes pas comme les autres. Jean-Claude Gélis a 86 ans et il attend ce jour depuis longtemps. Pouvoir monter dans un des plus grands manèges d'Europe, au premier rang, comme un jeune homme. Il va sauter en marche. Si ça va trop vite. Et ce ne sont pas les 713 mètres de bosses et de virages qui vont l'effrayer. Ça va? C'est parti pour 1 minute et 10 secondes de parcours intense. Et ça commence par une chute vertigineuse de 33 mètres. À plusieurs reprises, la tête du grand-père va frôler le sol à plus de 100 km/h. À l'arrivée, il ne peut même plus parler. C'est pas de 7 à 77 ans, c'est jusqu'à 87 ans. Ça va, monsieur Gélis? Il va? Oui, ça va. Respire bien fort. Rétracte-le. Et si Jean-Claude Gélis a voulu coûte que coûte monter dans cette attraction à sensations fortes, alors, de l'émotion? C'est parce qu'elle représente une sorte de consécration pour les propriétaires de ce parc d'attractions, c'est-à-dire pour lui et pour ses 2 fils. Philippe, ici à droite, Ça a été courageux, c'est bien. et Patrice, l'aîné, ici à gauche. C'est Valérie. Je reviens pas qu'il a fait le 87. C'est notre père. Voilà. Il est né sur les manèges dans une caravane et on ira sur les manèges jusqu'au bout. Une famille de forains que pourtant rien ne prédestinait à l'origine à diriger l'un des plus grands parcs d'attractions de France. Son nom, Nigloland, un parc de 40 hectares. Ici, on trouve tous les manèges imaginables, du carrousel à l'ancienne, au roller coaster dernier cri. 37 attractions au total et 500 000 visiteurs par an. C'est aujourd'hui l'un des plus grands parcs de France. Et pourtant, nous sommes en pleine campagne, à près de 200 km de Paris et autant de Strasbourg, dans un petit village de l'Aube. Ici, pas de multinationale américaine pour financer les attractions spectaculaires, pas de personnages de bande dessinée stars pour attirer les touristes. La mascotte, c'est un gentil hérisson pas vraiment connu hors de nos frontières. Alors comment Nigloland s'est-il hissé dans le top 5 des parcs d'attractions les plus populaires du pays? Comment parvient-il à proposer des attractions apparemment dignes des plus grands parcs, avec des moyens a priori beaucoup plus modestes? Quelles sont les recettes du petit hérisson pour rester dans la course face aux géants, Astérix et Disneyland? Pour
Pour de nombreuses familles, passer la journée au parc de Nigloland, c'est profiter de plus d'une trentaine de manèges en tout genre et pour tous les goûts. Mais l'un des atouts majeurs du parc, c'est son prix d'entrée. Car ici, il est beaucoup moins cher que les parcs d'attractions classiques. Ce matin, Sandra, Emmanuel et la petite Victoire ont décidé de passer leur dimanche sur les manèges. Les petites voitures. Ce sont des habitués. Elle vient depuis qu'elle a 18 mois en fait. Donc là, elle a un peu plus de 3 ans, 3 ans et 4 mois. Donc on vient soit des journées complètes, soit l'après-midi. Et s'ils viennent si souvent, c'est parce qu'ils peuvent profiter de toutes les attractions du parc, pour tous les 3, pour 56 € la journée, soit 28 € pour l'entrée de chaque adulte et l'entrée gratuite pour Victoire. Chez Disney, ça leur aurait coûté 186 €, plus du triple. D'autant que le parc promet des prestations pour toute la famille, des plus petits aux plus grands. Ça reste quand même très familial. En fait, tout en ayant toutes les grosses attractions, on a aussi les attractions pour enfants. Et les familles comme celle de Sandra et Emmanuel sont loin d'être une exception. Ce sont elles qui ont contribué à faire la fortune de ce parc. Un parc qui, vous allez le voir, est le fruit du travail acharné de 2 frères que rien ne prédestinait vraiment à se lancer dans une telle aventure. Dans cette petite construction toute simple au fond du parc, le bureau du patron, Patrice Gélis. Sur les murs, il y a des photos, beaucoup de photos. Elles retracent une histoire de près d'un quart de siècle, celle de la famille. Avant Nigloland, chez les Gélis, on était forains depuis 4 générations. Ce sont une partie des photos qu'on a de la famille, comme ça on reste toujours, ils nous surveillent en fait. Les Gélis ont commencé de manière modeste. Là ici, là, vous avez mon grand-père Gélis. Donc lui, c'est un fils de forain, il a fait l'artiste dans un cirque, il faisait du patin à roulettes. Et après, il a acheté des petits manèges. Et puis bon, il avait réussi à faire son trou. Voici à quoi ressemblait leur première maison dans les années 60. Une modeste caravane tractée par la voiture du grand-père. Leur maman, Marcel, s'occupait d'un stand de jeux. Tandis que leur père, Jean-Claude, exploitait un manège tournant à sensation. Leurs affaires ont bien marché et peu à peu, les Gélis ont acquis une certaine aisance financière. Tout petit, Patrice et son frère Philippe avaient déjà la bosse du commerce. Ils tenaient leur propre stand, celui de la pêche à la ligne. Ici, là, c'est mon petit frère qui doit avoir 5 ans à peu près. Et donc, c'est moi là, qui a 11 ou 12 ans. C'est éviter qu'on traîne sur les foires. Comme ça, on est occupé juste à côté du stand à mon père. Et là, on n'était pas trop loin. Là. Les gains étaient pour nous. Hein. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de taxes. Hein. Ni même pas du tout. À 22 et 28 ans, les 2 frères passent aux affaires sérieuses. Avec leur propre argent, ils achètent un manège. Le Saint-Pétersbourg. Une chenille à sensation éclairée par 14 000 ampoules. Hors norme pour l'époque. Patrice et Philippe auraient pu rester forains toute leur vie, comme leur père et leur grand-père avant eux. Seulement au début des années 80, ils vont faire un voyage au bout du monde qui va changer leur vie. On est parti en 82, je crois, 83 aux États-Unis avec une bande de copains faire la fête. On a fait tous les parcs, hein, les grands, les plus petits. Et c'est ainsi qu'ils découvrent le plus grand parc de loisirs du monde, Disney World et son château de la Belle au Bois dormant. Pour les 2 frères, c'est comme une immense fête foraine permanente. Le paradis des manèges. Les attractions les plus incroyables jamais imaginées. Et un système de tickets uniques qui donne accès à tout le parc pour la journée. Les gens payent un droit d'entrée, utilisent après tous les loisirs, tous les jeux, les manèges. C'est rudement bien, on pourrait quand même se poser la question. Le projet est novateur. À l'époque, le parc Astérix n'existe pas. Et Disneyland Paris non plus. Mais voilà, les 2 frères n'ont pas beaucoup d'argent. Alors vous allez voir qu'ils vont faire preuve d'une remarquable ingéniosité pour fonder à moindre coût ce qui va devenir l'un des premiers grands parcs d'attractions jamais construits en France. De retour des États-Unis, Patrice et Philippe vendent leur manège, empruntent à leur famille, empruntent aux banques, hypothèquent leur maison et rassemblent leurs économies. Au total,
ils réunissent près de 7 millions de francs, soit 1 million d'euros. Et c'est peu pour se lancer, mais ils sont persuadés qu'ils peuvent réussir. D'autant qu'ils ont déjà un terrain, ici, à Dolencourt, dans l'Aube. Leur père a hérité de quelques hectares de terre. En hiver, c'est là que les forains de la famille entreposent leurs différents manèges. Alors, avec l'autorisation paternelle, les deux frères vont en faire l'emplacement de leur futur parc. Et pour les travaux, ils vont quasiment tout faire tout seuls. On avait acheté un tractopelle, mon père avait un vieux tracteur. On a loué un peu des trucs, on a fait beaucoup de choses. Nous, on a tapé dans la butte comme des enragés, là. D'ailleurs, ce qu'on a fait avec le budget qu'on a fait, c'était complètement impossible à faire pour des gens normaux. Aujourd'hui, on ferait le plan, 1 million d'euros. Oui, c'est plus maintenant travailler comme ça. On n'a plus la force physique. Et puis bon, il nous fallait une volonté de faire. Hein. Quand les copains venaient nous voir, là, donc c'était l'hiver, souvent il faisait pas beau comme aujourd'hui, ils venaient voir, ça pataugeait un petit peu, on était dans la boue. Ils disaient, mais vous croyez que vous allez faire venir du monde ici? Ouais, non, on était convaincus, nous. Et quand ils repartaient, ils nous l'ont dit après, ils disaient, vous êtes complètement malades, ils sont fous les deux frères Gélis. Pour réussir leur pari, Patrice et Philippe ont ensuite besoin d'attractions. Problème, il leur reste peu d'économies. Juste de quoi se payer 2 ou 3 manèges, pas plus. Alors pendant plusieurs semaines, ils vont chercher la meilleure opportunité. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur un fabricant allemand de manèges qui va leur faire une offre incroyable. Il dit, il n'y a pas de délai, tout est prêt. Comment ça, tout est prêt? Il dit, oui, venez voir, j'ai une affaire pour vous formidable. C'est un Allemand, il parlait parfaitement français, un homme charmant. Et il ouvre les portes des hangars, et là, il y avait tout un stock de matériel neuf, emballé dans le papier à bulles, parce que c'était une commande qui lui était restée sur les bras. Donc on a acheté tout du matériel à peine moitié prix, flambant neuf, tout emballé. Ce coup de chance, les Gélis ne le laissent pas passer. Grâce à lui, ils vont pouvoir s'offrir bien plus d'attractions qu'ils ne l'espéraient. Un petit train qui fera le tour du parc. Quelques barques pour le plan d'eau, pour simuler une croisière en Afrique. Des tacos 1900. Et un carrousel de chevaux de bois. C'est exactement ce qu'ils cherchaient, des attractions qui leur permettent de viser un public large et familial. Et pour baptiser leur parc, ils vont trouver un nom rassembleur, qui fasse tout de suite penser à un parc d'attractions. On cherchait un nom et je dis à Philippe, il faudrait plutôt qu'on mette le mot land dedans. On peut l'appeler Schmollland, Gélisland, Dolencourland. Il faut qu'on mette le mot land, comme ça les gens vont tout de suite assimiler ça à parc d'attractions, à genre de petit Disneyland. Philippe suggère alors de prendre un hérisson comme mascotte. L'animal a une image sympathique, mais il y a un petit problème. Hérissonland, ça sonne mal. C'est alors qu'il pense à Nigloland. Ça sonne beaucoup mieux, et Niglo signifie hérisson chez les gens du voyage. C'est un animal fétiche chez nous. Chez les gens du voyage, la première et chez idée les forains. est toujours la bonne. Voilà. Et puis il me dit non, je dis ça pour rire. Je dis non, c'est génial parce qu'on va pouvoir véhiculer une image sympathique. Parce que le hérisson, c'est un animal qui a vocation à être utile. Il est reconnu pour utile, il est gentil, il a une bonne bouille. Il est protégé. Le jour de l'inauguration, le 13 juin 1987, la fête est modeste. À ce moment précis, personne n'imagine le succès commercial que va connaître le parc. Philippe et son frère ont fait leurs calculs. Il leur faut impérativement 50 000 visiteurs dès la première année s'ils veulent être rentables. Ils en accueilleront le double. Car le concept séduit et les attractions plaisent. Les familles reviennent d'une année sur l'autre. D'autant plus que quelques années plus tard, les deux frères vont profiter d'une opportunité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Une affaire qui va se présenter sur un plateau à moins de 200 km de chez eux. En 1993, un autre parc vient de faire faillite après 6 mois d'existence. Il est situé à Dijon, il s'appelle la Toison d'Or. Ces manèges sont quasi neufs et vendus à prix cassé. Les deux frères sautent sur l'occasion. Ils récupèrent ce qui les intéresse et revendent les autres à un bon prix. Et là, on a tout démonté, complètement. On a acheté le fonds de commerce, le personnel, tout. On a tout acheté et au lieu d'ouvrir, mais c'était prévu dans notre offre de rachat, on a démonté l'intégralité du matériel, tout ce qui était démontable. Et là, on a revendu beaucoup en Chine, en Malaisie, et on a gardé quelques attractions qui nous convenaient, qu'on n'avait pas, pour ne pas faire de doublons. Voici une des nouvelles attractions récupérées au prix de la ferraille, le Petit Pousset. De simples tasses en forme de noix qui conviennent aux plus jeunes. Il y a aussi les montgolfières qui permettent aux visiteurs de tournoyer dans des nacelles.
Deux grands classiques qui renouvellent le parc de Nigloland. Le problème, c'est que rapidement, Patrice et Philippe se rendent compte que cela ne va pas être suffisant et qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure s'ils veulent survivre. Car de redoutables concurrents sont apparus sur le marché. En 1989, le parc Astérix. Et 3 ans plus tard, Disneyland Paris. Des géants du divertissement dont les moyens sont sans commune mesure avec l'entreprise familiale des deux frères. En 1995, Disney lance une toute nouvelle attraction qui révolutionne le marché, Space Mountain. Un grand 8 géant inédit. Il est entièrement recouvert. Les loopings et les bosses s'effectuent donc dans l'obscurité, avec des effets spéciaux qui donnent l'impression au public d'évoluer dans l'espace, comme un astronaute. L'attraction a coûté la bagatelle de 90 millions d'euros d'investissement. Les deux frères n'ont pas ces moyens, Nigloland est distancé. Jusqu'au jour où Patrice et Philippe vont avoir une idée toute simple, qui va leur permettre de s'offrir une attraction similaire. Elle donnera l'impression d'évoluer dans l'espace, mais elle coûtera près de 20 fois moins cher que celle de Disney. Depuis tout petit, Patrice adore dessiner. Il est même plutôt doué. Sa mère l'aurait bien vu architecte. Ça, c'est un dessin que j'ai fait quand j'avais 13 ou 14 ans. Et ce don-là, en apparence anodin, va jouer un rôle primordial pour l'avenir du parc. Car il faut savoir que la simple conception d'attraction peut coûter très cher, jusqu'à 1 million d'euros. Alors quand ils envisagent de réaliser leur propre attraction spatiale, les deux frères se font la même réflexion. Et si Patrice en réalisait lui-même les plans? J'ai fait un dessin qui était facile après et techniquement à réaliser. Mais Patrice ne va pas se contenter de dessiner sa propre attraction. Il va la concevoir pour qu'elle revienne au final le moins cher possible, dans le choix de ses matériaux et même dans la forme du manège. Si vous travaillez avec un dessinateur, par exemple, vous dites tiens, dessine-moi une station pour le manège de Spatial Experience. Si vous ne lui donnez pas ces données techniques, il va vous faire un dessin et après ça va coûter 10 fois le prix. Que moi j'ai fait un dessin en tenant compte des produits qui étaient sur le marché. Et voici le résultat, un décor futuriste, mais à moindre coût. À la différence du Space Mountain de Disneyland, pas de propulsion dans un canon immense avec effet de fumée. Ni de forme en soucoupe géante, ce serait bien trop cher à fabriquer. À Nigloland, ce sera un bâtiment beaucoup plus simple. Il sera composé de métal et non pas de fibres de verre et de résine. Là aussi, c'est moins cher. En matière de décor, pas d'effets spéciaux coûteux comme à Space Mountain pour imiter les météores, les comètes ou les stations spatiales. À Nigloland, on se contentera de quelques décorations en métal, mannequins bien placés, peinture fluo. La nouvelle attraction de Patrice est née et elle s'appelle la Spatial Experience. Donc en fait, j'ai fait une très belle station, ça a beaucoup de gueule, avec des matériaux totalement indestructibles, avec des matériaux standards. Donc le coût de revient a été très, on va dire, mesuré, quoi, très tempéré. Coût final de sa Spatial Experience, 4 millions d'euros, 20 fois moins cher que le Space Mountain de Disney. La méthode est tellement probante que Patrice va l'appliquer à toutes les nouveautés du parc. Depuis les petites boutiques de restauration, jusqu'à sa dernière attraction phare, le fameux Grand 8 inauguré par son père. Une attraction digne des plus grands parcs d'Europe, dont les plans ont été très fortement inspirés d'un Grand 8 danois. En bleu, c'est le manège qui nous a inspirés. Et en rouge, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de corrections, hein, on passe pas tout à fait mal. Et en rouge, ça c'est vraiment l'avant-projet qui a servi à faire Nigloland. Là, il est déterminé à 95%. Là, donc suite à ces dessins-là, je vais vous montrer. Mais elle en visionne beaucoup mieux avec une maquette. Grâce à ses talents de concepteur, Patrice a amélioré l'attraction sans que cela lui coûte plus cher. D'abord, il a accentué la courbe des tournants pour augmenter l'effet de pression sur les passagers. Ensuite, il a rehaussé d'1 mètre le sommet du Grand 8, ce qui accélère la chute de 10 km/h et développe une énergie suffisante pour rajouter 2 bosses supplémentaires, beaucoup plus intéressants selon lui qu'un looping.
Le looping, c'est énormément consommateur d'énergie. Ça veut dire qu'avec un looping, vous vous privez par exemple de 2 belles bosses. Et puis les loopings n'ont pas que des adeptes. Or, Patrice veut séduire le plus large public possible. Ça freine une certaine clientèle. La clientèle, ils ont peur. Le public a peur. Par exemple, le papa ou la maman de 50 ans, ils vont pas oser monter s'il y a la tête en bas. Alors qu'en définitive, c'est une figure qui est très douce, qui apporte pas grand-chose en réalité, et ça fait peur à peut-être 20 ou 30% de notre clientèle. Mais ce n'est pas sa seule adaptation. Patrice a aussi réalisé une grande économie en imaginant cette petite passerelle. Cela n'a l'air de rien, mais grâce à elle, plus besoin de 2 personnes pour fermer les harnais de part et d'autre du manège. Une seule suffit. Elle fait le tour, c'est un salaire d'économiser sans renier sur la sécurité. Mais pour aller encore plus loin dans la réduction de leurs coûts d'exploitation, les 2 frères vont surtout faire un choix radical sur un poste qui est souvent extrêmement onéreux dans d'autres parcs, celui des décors. Souvenez-vous d'Osiris, le grand 8 d'Astérix. Il a coûté 8 millions d'euros à fabriquer. Mais son décor en béton sculpté a coûté plus cher encore, 12 millions d'euros. À Nigloland, hors de question pour Patrice et Philippe de dépenser autant. Pour la décoration du Grand 8, on se contentera du strict minimum. Quelques arbres, des bacs à fleurs et de la pelouse. Le tout pour quelques dizaines de milliers d'euros, soit 50 fois moins cher que les 12 millions de chez Astérix. Une gestion au cordeau qui plaît au patriarche. Tu fais la vedette? Ouais. Tous les jours, j'ai la visite de mon père à peu près à cette heure-ci. Il vient chercher son journal, il s'assoit là un petit quart d'heure. Il écoute un peu tant bien que mal parce qu'il n'entend plus bien. Le grand-père félicite souvent ses fils d'avoir su passer de la petite fête foraine au grand parc d'attractions. Je suis plus fier de mes enfants. Ils marchent bien. Ils ont été dressés. Ils s'entendent bien. Ils s'engueulent jamais. Quand ils voient que ça va mal, hop, ils ferment le bureau puis ils s'en vont. À tout à l'heure, hein, mon père. Ouais. Avec leur manège acheté à prix cassé et leurs attractions géantes avec décoration minimale, les 2 frères ont réussi à rester dans la cour des grands des parcs de loisirs en France. Mais il reste un problème de taille. Nigloland n'est pas connu de tout le public français. 2 visiteurs sur 3 viennent de la région. Alors comment faire venir les gens de plus loin? Vous allez voir que Patrice et Philippe ont trouvé une astuce toute simple et efficace. Il est 10 h du matin et un bus de touristes arrive à Nigloland. Ils ont fait le voyage depuis Paris, Belfort, Grenoble et même la Belgique. Leur déplacement était entièrement pris en charge par le parc. Il faut dire que ce ne sont pas des clients comme les autres, ce sont des blogueurs spécialisés. Des personnes qui tiennent des sites internet sur lesquels ils donnent un avis sur les grands 8 du monde entier. Parmi eux, Eric, il a 44 ans, c'est un vrai fanat de grand 8. En 20 ans, il a chevauché 1800 montagnes russes dans plus de 500 parcs. Aux États-Unis, en Chine, en Hollande, en Allemagne, en Russie, en Espagne, en Suède, en Corée, en Pologne, en Belgique, au Japon, bref, dans le monde entier. C'est la nouveauté de l'année en France. J'ai hâte, tu peux pas imaginer, j'ai hâte de le tester ce truc. Je suis en manque d'adrénaline, mais complètement. Et Eric a une réelle influence. Il compte pas moins de 4000 abonnés sur son forum. Et tout vrai fondu de roller coaster est déjà venu consulter ses commentaires et ses conseils. Ah mon Dieu, j'ai trop envie. Non, je vois les... Regarde, il y a les voitures qui sont en train de... Charlène est elle aussi de la partie. Elle a 27 ans et elle travaille pour un blog high-tech à Paris. J'ai vu quelques petites choses qui me plaisent beaucoup, notamment à la fin, il y a 3 airtime, c'est 3 bosses comme ça, et j'ai hâte de voir comment les wagons le prennent. Charlène et Eric vont avoir le privilège de monter à l'avant du train, là où le vide est le plus impressionnant. Ils s'équipent de petites caméras. Et c'est parti pour 1 minute 10 de parcours. J'ai peur. D'emblée, ils vont subir une accélération de 4G.
Roger, cela veut dire que le poids de leur corps est multiplié par 4. Et voici un airtime tant attendu par Charlène. Ces moments juste en haut d'une bosse où l'on se croit en apesanteur. Tout le corps de Charlène se soulève du siège. Elle défie presque les lois de la gravité. Ouais! Oh putain! C'est un super coaster. C'est un super coaster. Il y a des airtime de malade. Il est froid. Il y a des. Ah non, non, mais il est vraiment bien. Tu décolles complètement. Je kiffe. Là, j'en ai les jambes qui tremblent tellement je suis. Ah non, c'était super. Et les changements de direction aussi. Les changements de direction, ils étaient surprenants. Le but de cette journée, que les blogueurs parlent le plus possible du parc sur le web. Nous, on est suivis par d'autres passionnés. On est suivis aussi par des gens qui cherchent des informations précises et sans doute un peu moins commerciales sur les attractions. Nous faire tester l'attraction avant tout le monde, ça donne envie aux gens après de venir. Voilà, c'est simplement ça. C'est donner. C'est pour faire le buzz, évidemment, c'est pour faire le buzz. Et le buzz, le voici. D'abord une vidéo postée par l'un d'eux sur YouTube, sur laquelle on voit l'intégralité du parcours. Elle a déjà été vue plus de 55 000 fois. Et puis sur le blog d'Eric, lu plus de 92 000 fois. Des photos par dizaines, avec des commentaires dithyrambiques. Après ça, on n'a qu'une envie, y retourner encore et toujours. Et sur le site de Charlène, les avis sont tout aussi élogieux. Ça tartine jusqu'au bout et ça envoie du steak. Avec ses commentaires sur des sites spécialisés sur leur nouveau Grand 8, Patrice et Philippe espèrent faire parler d'eux au-delà de la région et attirer 10% de visiteurs en plus dès l'année prochaine. Le parc poursuivrait ainsi la progression régulière qui est la sienne depuis sa création. Carnigloland représente aujourd'hui 18 millions de chiffres d'affaires annuels. Malgré son manque de notoriété, le petit hérisson a su se faire une bonne place au soleil des parcs d'attractions. Il s'est même taillé une place de choix dans le cœur de quelques jeunes visiteurs. Tu le prêteras à ta fille quand même, comme ça.